Donc aujourd'hui, la petite vidéo est consacrée à la valorisation du club et on va essayer de s'intéresser à ça d'un peu toutes les perspectives différentes. Alors, combien ça vaut l'OM? C'est la grande question. D'abord, c'est bien entendu le plus grand club français, comme tout le monde le sait. C'est même le plus grand club de la galaxie pour certains. Euh, En tout cas, on sait qu'il y a quelques années, donc maintenant il y a presque 2 ans, il y a eu une offre, en tout cas on l'a entendu, de plusieurs sources fiables pour l'Olympique de Marseille. Une offre de Al-Walid Ben Talal, dont on a déjà beaucoup parlé. On en a entendu parler dans Challenge, on en a entendu parler dans As, c'était quand même assez crédible. Une offre à 400 millions d'euros, d'après ce qu'on a compris. Donc je vous ai mis un peu la traduction de l'article correspondant de As à l'époque. On voit qu'à l'époque, il s'intéressait non seulement à l'Olympique de Marseille, mais également au Vélodrome, ce qui sera toujours une des préoccupations de tous les clubs. Et que une des raisons pour lesquelles ça avait achoppé, c'était sur un désaccord sur la valorisation du club, notamment du fait des pertes qui étaient à l'époque de 78 millions d'euros. On sait que ça n'a pas tellement changé depuis. Alors je me suis intéressé aux méthodes de valorisation des clubs de football et j'ai trouvé un article dans un journal qui s'appelle Variance, qui est l'article des anciens élèves de l'ENSAE, qui est l'École nationale des statistiques appliquées à l'économie. Et dans cet article, où interviennent donc deux spécialistes du secteur, on nous explique que les clubs de foot sont généralement valorisés par la méthode des multiples de revenus, normalement considérés hors transfert de joueurs. Donc on va utiliser les produits euh, hors mutation comme base. On va multiplier ça par 4 à 5 fois ces revenus-là, et on va obtenir la valorisation, donc la valeur d'entreprise de ces clubs-là pour les clubs de Tier 1 ou dans les cas des clubs qu'on appelle Tier 2, donc des clubs de second rang, on va multiplier par 2 ou 3 fois les revenus et on va obtenir donc cette valeur d'entreprise. Euh, on peut avoir une petite prime qui est ajoutée dans le cas d'un club qui est bien géré. Pour ce qui est de l'OM, on va probablement considérer que ce ne sera pas le cas. On va estimer qu'on aura un multiple de 3 à 4. À titre d'illustration, donc on peut aussi avoir une acquisition qui est faite sur la base d'un multiple un peu plus élevé, comme par exemple 4,2 pour l'acquisition de la Roma, qui est pourtant pas un club qui mériterait d'être valorisé beaucoup mieux que la Juventus, qui elle se traitait à 3,5 fois, mais sur le marché boursier. Donc on comprend que quand on fait une acquisition d'un club, ben on est prêt à surpayer un petit peu par rapport à ce qui se traite quand on l'a disponible en bourse. Donc voilà, c'est un petit peu euh, les informations qu'on a à ce niveau-là. Donc si on prend le cas de l'Olympique de Marseille, en reprenant les projections financières que vous avez vues dans la vidéo précédente, on va s'intéresser à cette ligne-là, qui est la ligne des produits hors mutation. On va dire que c'est à peu près 130 millions d'euros, grosso modo, d'une année sur l'autre. On va regarder le résultat net, on voit que c'est pas génial, on est toujours à peu près dans ces eaux-là des 80 millions d'euros perdus par an, qu'on n'a pas une très bonne gestion. On est quand même plutôt un club à peu près tier 1, entre tier 1 et tier 2 peut-être pour les plus grands clubs. En tout cas pas trop loin de ce qu'on voit à la Roma, donc on va multiplier ça par 3 ou 4 et on va obtenir entre 390 et 520 millions d'euros pour la valeur d'entreprise de l'Olympique de Marseille. À partir de là, il faut qu'on tienne compte quand même du prix du vélodrome. Alors là-dessus, le vélodrome, donc on sait qu'il y a eu un investissement initial de Arema de 268 millions d'euros qui a été fait donc en 2011. Cet investissement-là, il correspondait en partie au Stade de l'Or pour 15 millions d'euros, en partie aux locaux commerciaux pour 30 millions d'euros, et donc ça nous laisserait à peu près 223 millions d'euros qui correspondent au vélodrome. Là-dessus, la part qui correspond au vélodrome, ben, elle s'amortit d'année en année. Si on considère à partir de la fin des travaux un amortissement sur 31 ans avec un taux d'intérêt d'à peu près 3%, j'estime qu'on en est à peu près à 183 millions d'euros aujourd'hui qui resteraient à rembourser sur la part du vélodrome de cette espèce de dette envers Arema pour les travaux qui ont été effectués au stade. Et du coup, là-dessus, il y en a une part qui est quand même payable par la mairie, qui correspond alors à une partie du paiement pour le vélodrome, qui se répartit entre la mairie et l'Olympique de Marseille, et à l'intégralité des sommes qui correspondent au Stade de l'Or.
mais probablement pas aux sommes qui correspondent aux locaux commerciaux qui, eux, ont été revendus pour financer une partie de la transaction. Alors la position de la mairie, elle est compliquée, puisque forcément, bon, ben, d'un certain côté, ils sont plutôt positifs, puisque ils sont prêts à vendre le stade, mais seulement aux propriétaires de l'Olympique de Marseille, ce qui nous arrange bien. Elle est engagée jusqu'en 2045 à payer 12 millions d'euros net par an, ce qui correspond à peu près à 250 millions d'euros, ce qui arrange bien notamment Arema, mais éventuellement toute personne qui deviendrait propriétaire de l'intérêt d'Arema dans le Vélodrome éventuellement. Et elle est disposée à négocier avec un peu toutes les parties, puisqu'elle est bien embêtée avec sa position. Alors, du côté un peu négatif, elle ne souhaite pas payer les échéances restantes du partenariat public-privé à hauteur de 12 millions d'euros par an. Elle souhaite vendre sa participation dans le stade, éventuellement arrêter d'être le propriétaire du stade, mais elle souhaite quand même conserver un certain contrôle concernant l'usage et le propriétaire du stade pour pas que ça soit transformé en un centre commercial. Et puis elle a quand même un gros défaut, la mairie comme partenaire, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Alors la valeur du club là-dedans, du coup, on a une valeur d'entreprise qu'on a estimée à 390 à 520 millions d'euros, dont il faut qu'on déduise la dette nette du club, qui dans mes projections est autour de 50 à 70 millions d'euros. Il faut qu'on déduise aussi la participation d'Arema, qui est de l'ordre de 180 à 200 millions d'euros si on doit leur payer une indemnité pour avoir interrompu le contrat avant son terme. Et on a un net au propriétaire, du coup, qui varie entre 120 et 290 millions d'euros selon les hypothèses qu'on prend, à quel bout on se situe de ces hypothèses-là. Et puis bon, bah forcément, il faut aussi tenir compte de la position de la mairie de Marseille qui a à traiter dans cette histoire-là, puisqu'il n'y a pas de raison non plus que ce soit le propriétaire de l'Olympique de Marseille qui dépatouille la mairie intégralement du problème Arema. Alors, du point de vue de la stratégie de ma courte, moi, telle que je la comprends, si je reprends un peu l'offre qu'il a reçue en 2020, en quelque sorte, on lui proposait, du coup, avec ses pertes accumulées de 310 millions d'euros depuis le début de son mandat, euh, avec des produits d'exploitation qui étaient à peu près de l'ordre de 120 millions d'euros, on lui faisait une offre à 400 millions d'euros, ce qui correspond à un peu plus de 3 fois comme multiple. Il y avait une dette nette de l'Olympique de Marseille qui était proche de zéro, qui était à peu près à 3 millions d'euros si j'enlève les dettes financières et les provisions pour risque charge et que je rajoute le montant de cash qui était disponible. On était à peu près à 3 millions d'euros de dette nette. Et puis il y avait un résidu de dette Arema en quelque sorte qui était à peu près à 194 millions d'euros hors indemnité de rupture de contrat. Et du coup, ça ferait à peu près 203 millions d'euros pour le propriétaire, qui compare à ces 310 millions d'euros de pertes cumulées et pas très attractif. Si j'avance en 2022, vous voyez que c'est guère mieux, vu que sur mes cumuls de pertes, maintenant on en est à 484 millions d'euros de pertes cumulées, que certes, la valeur d'entreprise est peut-être montée si on considère que maintenant je peux en tirer 4 fois les produits hors mutation, en considérant qu'on est sorti de la période Covid et en ignorant un peu qu'on est rentré dans la crise ukrainienne depuis, et que bon, en supposant qu'on trouve un acheteur bienveillant qui soit prêt à monter jusqu'à 4 fois nos produits hors mutation, qui sont maintenant de 130 millions d'euros, fantastique, on arriverait, bon, en comptant aussi la baisse un petit peu des résidus Arema, avec un peu de dette nette que j'ai supposé en hausse, on se retrouverait avec un net propriétaire un peu plus haut, mais une perte par rapport à une perte beaucoup plus élevée, donc toujours pas une situation très attractive. Alors si on se projette en 2027 et que par exemple on perd encore 250 millions d'euros, que on s'endette encore un petit peu plus, euh, on peut quand même espérer éventuellement arriver à augmenter les produits hors mutation, alors voir les autres vidéos précédentes pour voir comment on fait pour augmenter les produits hors mutation, mais on pourrait arriver à 180 millions d'euros, on pourrait arriver à être vraiment un club très attractif qui mérite d'être payé 5 fois ses produits hors mutation,
donc une valeur d'entreprise, mettons, de 900 millions d'euros, avec une dette nette qui serait quand même en hausse, puisqu'on aurait été obligé d'investir quand même assez fortement pour ça, on pourrait arriver à un résidu Arema qui en baisse à peu près 153 millions d'euros, avoir un net pour le propriétaire de 597 millions d'euros. Alors ça, c'est un petit peu en se disant, dans le meilleur des cas, si on arrive à vraiment bien performer, voilà ce qu'on va arriver à faire, et ce serait un peu la stratégie que défendrait un investisseur comme McCourt. Mais là-dessus, il y a quand même un hic, c'est que bon, ben, j'y suis toujours pas quand même. Malgré tout ça, j'ai pas récupéré toutes mes pertes, je suis toujours dans le trou. Mais bon, maintenant, il faut voir un peu la perspective de McCourt là-dessus. C'est que lui, quand il regarde tout ça, ben, lui, il se dit, bon, ben, certes, j'ai des investissements cumulés qui sont pas exactement égaux aux pertes, parce que bon, il y a des compensations qui se font par ailleurs, mais à peu près. J'ai des crédits d'impôt là-dessus parce que en fait, quand j'ai fait des pertes en France, que j'ai perdu mes investissements en France, ben dans la société Eric Soccer, qui est désormais ma courte Europe, j'ai des crédits d'impôt qui s'accumulent, qui me permettent ensuite de réaliser des profits dans mes sociétés françaises et de ne pas payer d'impôts pendant les années suivantes. Donc ça a une certaine valeur que j'ai établie là aujourd'hui à 25% à peu près des investissements cumulés, puisque ça représenterait le montant des impôts qu'ils pourraient récupérer. On a aussi des déductions d'impôts aux États-Unis concernant ces déclarations d'impôts à titre personnel, puisque plutôt que d'avoir des revenus l'année dernière, des impôts sur le revenu à payer, il a certainement pu déduire les pertes réalisées sur ses investissements dans des entreprises de ces impôts à hauteur de 17%. Ce qui ferait donc encore 57 millions d'euros économisés sur la durée depuis 2016 sur ces différents sujets. Et donc un coût net pour lui de 195 millions d'euros. Donc finalement, quand on lui proposait les 203 millions d'euros dont on parlait tout à l'heure en 2020, finalement, c'était pas si mal que ça. Il se retrouvait avec un profit de 8 millions d'euros, c'est pas mal. Alors moi, je suis pas convaincu qu'il va vendre en 2022, parce que si je refais le même calcul en 2022, ben quelque part, il n'est pas dans une position tellement meilleure. Même avec le multiple un peu plus élevé que j'ai supposé de 4 fois au lieu de 3 pour sa vente, même avec son prix de vente à 520 millions d'euros que j'ai supposé, et ben, compte tenu de l'augmentation de la dette financière notamment, compte tenu aussi des investissements très importants qu'il a dû réaliser pendant cette période de Covid, ben, pour l'instant, il retombe pas vraiment sur ses pattes. Donc ça n'a pas vraiment valu le coup son truc. Il se retrouve encore une fois à peu près à retomber sur ses pattes à zéro, mais pas à gagner beaucoup d'argent. Et si en revanche il arrive à réaliser son business plan à 5 ans que je présentais précédemment, donc à être régulièrement qualifié en Ligue des Champions, avoir une bonne gestion qui permette de générer des revenus à hauteur de 180 millions d'euros environ, et donc à revendre son club sur la base d'une valeur d'entreprise de 900 millions d'euros en 2027, à ce moment-là, là, l'investissement, il commence à avoir du sens, puisque ces investissements cumulés à lui, ils arriveraient à environ 711 millions d'euros. Il aurait tiré des crédits d'impôt sur la durée en France, aux États-Unis, qui vaudrait à peu près pour lui un coût net de 412 millions d'euros pour le club. Et il arriverait à encaisser un net propriétaire proche de 600 millions d'euros, donc un bénéfice proche de 50% du coup sur une bonne dizaine d'années, on va dire. Et c'est pas si mal que ça en fait comme investissement si il arrive à réussir son pari comme ça. Donc si on arrive à y croire en se mettant dans la position de McCourt, en fait, c'est pas impossible qu'il arrive à retomber sur ses pattes et à gagner de l'argent, même indépendamment des à côté dont on a déjà parlé, comme par exemple toutes les introductions politiques qu'il a pu avoir, les opportunités qu'il a pu faire dans l'immobilier. Même sur un plan purement financier, en tenant compte des crédits d'impôt et des déductions d'impôt dont il peut bénéficier aux États-Unis, c'est pas du tout impossible qu'il soit à peu près à l'équilibre, voire qu'il sorte gagnant de cette affaire-là, avec un business plan un peu ambitieux qui inclut des qualifications en Ligue des Champions ces 5 prochaines années.